Il y a un truc que les gens n'ont pas encore compris en fait, et c'est tout con. Kim Kardashian, c'est 1,7 milliard de net worth. Et Kim Kardashian, elle fait quoi? Voilà, elle fait pas grand-chose, hein, Kim Kardashian, en termes d'utilité publique. D'accord? Elle n'a pas inventé l'eau chaude, elle ne fait pas de la recherche au CNRS, ce n'est pas elle qui va aider à résoudre quoi que ce soit dans le monde entier. Et pourtant, elle est vachement plus riche que la plupart des gens qui apportent de la vraie valeur au monde. Les gens qui apportent de la vraie valeur au monde, c'est des chercheurs. Enfin, si on veut le voir de cette manière, c'est des chercheurs, c'est des entrepreneurs qui travaillent sur des projets, tu vois, qui peuvent changer le monde. Ou tu as des projets médicaux, tu as des startups dans la santé, ce genre de choses. C'est des gens qui changent le monde. Moi, je ne change pas le monde, hein. Je ne suis pas quelqu'un qui change le monde. Et la majorité des gens ne sont pas des gens qui changent le monde. La majorité des startups n'ont pas vocation à changer le monde. Ok? Mais, ça qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, il faut que tu fasses un choix. Dans ce monde, il faut faire un choix. Il faut faire un choix entre l'éducation. Est-ce que tu veux éduquer les gens et donc être un professeur, ou est-ce que tu veux faire de l'argent? Il faut vraiment que les gens comprennent que les professeurs ne font pas de cash. Les professeurs ne font pas d'argent. D'accord? Un professeur ne fait pas d'argent. Les meilleurs professeurs, l'échelle salariale estimée pour un poste de professeur à Harvard, c'est entre 150 dollars par an et 260 dollars par an. Alors, c'est pas de la merde. C'est du bon argent. Mais est-ce que t'es riche? Non, t'es pas riche. Tu fais du bon argent. T'as un bon salaire. Tu vois. Mais t'es pas riche. T'es très loin des 1,7 milliard de Kim Kardashian. D'accord? Et alors pourquoi Kim, elle fait autant d'argent? C'est parce qu'elle a compris un truc. Les gens, ils veulent du divertissement. Ils veulent être divertis, ok? Même quand ils apprennent un truc, ils veulent être divertis. Tu vois, là, tu es en train de regarder cette vidéo. Pourquoi tu regardes pas Netflix? Pourquoi tu regardes pas une série, ton animé préféré? Pourquoi tu n'es pas en train de scroller sur TikTok? Pourquoi tu regardes cette putain de vidéo dans laquelle un mec en capuche avec des lunettes anti-lumière bleue, dont on ne sait même pas si elle marche vraiment, te raconte des trucs sur la vie? Hein? Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être un petit truc qui fait que là, tu es un peu diverti. Voilà, ton cerveau, il est pas là pour apprendre. Il est là pour avoir de la dopamine, d'accord? Et la dopamine dans ton corps, elle peut largement être développée par avoir des espèces de pics de valeur, tu vois, des pics, des trucs qui te font penser, qui te font réfléchir. Là, par exemple, je sais pas, j'en sais rien. Peut-être que j'ai dit une phrase qui t'a fait réfléchir, bam, dopamine dans ton cerveau, ok? Mais t'es pas venu ici pour apprendre, pour être éduqué. En fait, tu restes parce que tu as de la dopamine. Ok? Et c'est ça le truc, c'est que la dopamine, c'est ça qui te fait vraiment avancer dans la vie. Et donc il faut vraiment que tu fasses attention à qui est-ce que tu donnes ta dopamine, qu'est-ce que tu en fais, etc. etc. Ok? Ça, c'est un de mes auteurs préférés, un de mes marketeurs préférés qui a écrit pas mal de livres, Dan Kennedy. Ok? Là, il parle, c'est un de ses livres sur la rétention. Et qu'est-ce qu'il raconte? Il nous explique simplement que la clé quand quelqu'un exit un business, donc vend un business, c'est simplement qu'il vend sa compagnie à une projection future de ses revenus, mais à un prix plus faible, ok? À un discount. C'est simple, hein. Si moi demain j'ai une boîte qui fait 50 euros par an, je prends des 100 balles par an, et que toi tu estimes que par exemple tous les ans je vais faire 100 euros de plus, donc je vais ajouter tous les ans 100 balles à ma boîte. Donc année 1, 100 euros, année 2, 200, année 3, 300, etc. Bref, t'as compris. Et que tu te dis, bon bah ok, moi j'estime que le business, je souhaite le garder peut-être pendant 10 ans. C'est-à-dire qu'en 10 ans, bah, tu vas faire 1000, enfin tu vas faire 100 plus 200 plus 300 plus 400 plus 500 plus 600 plus 700 plus 800 plus 1 jusqu'à arriver jusqu'à 1000. Bref, tu fais le calcul. Donc si on fait le calcul très rapidement, on arrive à plus ou moins 5500 de revenus global, ok, à l'année 10. Ok, donc t'as une boîte qui a fait 5500 en 10 ans. Ok, si, et ça c'est de la potentialité, hein, c'est une projection future d'argent. Ok, donc si à l'année 0 ou à l'année 1 tu as fait 100 balles et voilà, on estime que tu vas faire 5500 au total, moi je vais pas te payer 5500, évidemment c'est pas intéressant pour moi d'acheter autant que ce que ça va me rapporter en 10 ans. Je serais complètement perdant dans tous les sens. Ok, du coup, je vais peut-être te proposer 3000 balles.
tu vois, ou peut-être moins, peut-être te dire, bon, bah, en fonction de ton industrie, en fonction des projections futures, etc., je vais te proposer plus ou moins. Ok. Et ce qu'il explique ensuite, plus le futur, en fait, il est sûr, il apparaît être réel, c'est-à-dire il apparaît comme c'est ce qui va se passer dans les projections, et je suis plutôt persuadé que les projections vont être vraies, eh ben, il va te payer plus cher. Ok. Si par exemple, je suis persuadé à 100% que tu vas faire 5500 de revenus, bah, peut-être que moi, ça m'intéresse de te payer 2000. Voilà. Parce que je sais qu'au final, entre les deux, je vais prendre du cash, tu vois, je vais prendre 3500. Si je suis pas sûr en fait que tu vas faire 5500 et ça c'est un peu les prévisions hautes et que je me dis plutôt bon, prévision haute, ok 5500, mais en fait peut-être que en fonction du marché, parce que voilà ta tech elle est peut-être pas si bonne que ça, parce que t'as pas une rétention de ouf, blabla, j'en sais rien, bah bon, en fait tu vas peut-être faire 2K, tu vois. En fait tu vas peut-être faire 2K en tout, du coup je vais pas te payer 2K, tu vois, je vais plutôt te payer 500 si je veux être rentable dans l'histoire. Donc tu vois, en fait, d'un côté, t'as une boîte qui fait 100 balles, elle se revend que 500, et l'autre, tu fais 100 balles, elle se revend 2K, tu vois. Et bien la différence, c'est à quel point les future earnings, donc les revenus futurs, semblent véritables et semblent vrais en fait. L'importance de travailler la rétention pour un business, c'est pour ça. C'est pour ça, parce que c'est avoir une bonne santé de boîte. À ce niveau-là aussi, moi, il y a un livre que j'adore, Build to Sell. Pourquoi est-ce que c'est un de mes livres préférés dans le business? Parce qu'ils l'ont fait sous forme d'histoire. C'est incroyable et ça revient exactement à ce que je disais au début. C'est un des seuls livres business que j'ai tapé en une fois. Je me rappelle que j'avais commencé à le lire vers minuit et j'ai dormi jusqu'à 3 heures du mat, j'ai dormi parce que je lisais ce livre. C'est un des livres les plus entertainment, les plus divertissants dans le business et avec des leçons incroyables. Vraiment, les leçons sont incroyables. C'est un des livres que je conseille le plus parce qu'il est juste fou. Et donc, dedans, il y a une phrase là que j'ai highlight dans laquelle il parle justement de ça, de ce côté futur, et il rajoute une dimension très intéressante. Donc, je ne vais pas vous la lire en entier. Vous pouvez faire pause si vous voulez la lire. Mais globalement, qu'est-ce qu'il raconte dedans? Il explique que justement sur ce côté sûreté des revenus futurs, qu'on veut vraiment que la personne, tu vois, qui pourrait être intéressée pour racheter une boîte, elle, ce qui l'intéresse le plus, c'est à quel point les prévisions des revenus futurs sont sûres, tu vois. Et du coup, pour ça, qu'est-ce qu'il explique John? Bah, il dit que personne ne veut acheter un bateau qui est en train de couler. Ça, c'est évident, ok? Tu vois, les gens vont avoir un peu plus de mal aussi à acheter un bateau, même qui a l'air de bien se porter, mais où le capitaine veut sauter. Pourquoi? Ils ont besoin en fait, de voir un futur dans lequel toi, en tant qu'owner, tu es excité, tu vois, pour ce business et tu aurais envie de continuer d'exploiter cet asset, tu vois. Et du coup, c'est important dans un business comme ça, si tu veux le vendre à un multiply plus élevé, d'être OK à rester un petit peu de temps dans ton business. Même si tu vends ton business et que dans l'idée tu as envie d'exit, très souvent dans les deals, il y aura une période dans laquelle tu vas devoir rester en tant que owner. Déjà juste pour faire la transition, mais juste parce qu'il y a le côté sûreté des prévisions des revenus. Donc ça, c'est vraiment important aussi à comprendre. Si vendre votre boîte ou autre, ça vous intéresse. Mais ce livre, incroyable, parce qu'il vous apprend vraiment. Moi, le mindset qui m'a le plus marqué dès le début, c'est même si tu prévois pas de vendre, construis ta boîte comme si tu allais la vendre. Pour une raison simple, c'est que vendre un business, justement, par rapport à ce que je vous ai dit juste avant, etc., eh ben c'est essayer d'avoir un business le plus sain possible, avec la meilleure santé possible. Ok. Si tu veux maximiser, évidemment, optimiser le multiply, à combien tu le vends. Fais en sorte que le business il ait la meilleure santé parce qu'en fait tu n'as rien à perdre, que tu vendes ton business ou pas. Si tu vends pas ton business, il a une bonne santé, bah c'est parfait. C'est toi qui vas en profiter justement de ces revenus potentiels futurs. Pourquoi est-ce que le personal branding c'est puissant? Parce que les gens, en fait, tu crées de la relation et c'est la relation qui permet de vendre, ok? Et ça, cette phrase, elle résume tout. Tu dois te vendre en premier. C'est pas ce que tu vends qui est important, c'est d'abord toi. Et ça, c'était une phrase que Gary Albert avait commencé à mettre en avant.
et Ben Settle a un petit peu démocratisé derrière aussi, c'est le côté d'être dans la niche de toi, dans ta propre niche. Ok. Pourquoi? Simplement parce que ça revient exactement à cette phrase. Les gens vont acheter pour toi, pour le personal branding que tu as mis en avant, et pas pour globalement ce que tu vends. Et ça, c'est la première porte d'entrée pour créer ton monde. Il faut que les gens ils rentrent dans ton monde. Je sais pas si vous avez déjà vu Narnia. Si vous connaissez pas, allez voir. Mais si vous connaissez, vous voyez très bien de quoi je parle. Mais globalement, ils ouvrent une armoire, des enfants, ils ouvrent une armoire et il y a un monde incroyable de l'extérieur. Donc, de l'autre côté de cette porte, il y a un monde incroyable, un monde fantaisiste, avec des lions qui parlent, avec des châteaux, etc. Et globalement, ce qui est intéressant surtout, c'est qu'il y a des enfants qui rentrent dans ce monde, ils y passent beaucoup de temps, ben, ils n'ont plus envie de partir. Et c'est exactement la même chose avec ton business. Il faut que ça se passe exactement de la même manière avec ton business. Il faut que les gens y rentrent dans ton monde, d'une manière ou d'une autre, en, dans la manière où tu t'es vendu en premier. Ok. Donc la première vente, c'est la relation avec toi, c'est pas un produit ou autre. Donc ils rentrent dans ton monde et petit à petit, ils vont découvrir des personnages qui peuvent être tes offres, tes produits, ça peut être tes personnages. Ça peut être aussi des personnages de ta vie réelle, je sais pas, tes potes, etc. Si tu fais des vlogs ou si tu en parles dans tes emails, enfin qu'importe. Ça peut être ta manière de parler, ça peut être tout ça, c'est ton monde. Ok. Tu es en train de créer ton monde. Il faut vraiment le voir comme un monde où tous tes personnages, tes offres, tout marche ensemble. Ok. Il faut qu'il y ait des connexions entre tout ça, d'accord. Et il faut que tes clients, ils n'aient pas envie d'en sortir. Il faut que tes clients, ils préfèrent être dans ton monde plutôt qu'autre part, plutôt que de faire autre chose. Ok. C'est pour ça que Sam Ovens, qui a sa théorie du coup des communautés, très intéressante d'ailleurs, allez vous renseigner sur Sam Ovens si vous ne savez pas qui c'est. Sam Ovens, c'est ce mec, voilà, qui a maintenant les cheveux longs, qui avait une petite tête de beau gosse avant et qui faisait des vidéos de fou, notamment si vous redescendez un petit peu dans ces vidéos et que vous reprenez à partir, voilà, How to use metrics, et globalement juste vous regardez toutes ces vidéos. Voilà. Il n'y a pas de question, hein. Si vous êtes dans le business, vous regardez toutes ces vidéos-là. Scale, Mess and Depth. En fait, il n'y a pas une vidéo à jeter. C'est pas dur. Sam Ovens, il y a 5 ans, Sam Ovens Prime, il n'y a pas une vidéo à jeter. Voilà, venez me taper là-dessus, je m'en fous. Il n'y a pas une vidéo à jeter. Toutes ces vidéos, en fait, elles sont toutes incroyables. Ok. C'est un mec, il allait se poser, et pendant 1 heure, il allait te raconter des trucs, et tout ce qu'il raconte dedans, c'est incroyable. Ok. Donc, Sam Ovens. Sam Ovens, maintenant, il a School. School, peut-être que vous l'avez vu avec Hormozy. Ça a bien pété depuis. Voilà, plein de gens qui l'utilisent. C'est bien, c'est pas la question. Mais pourquoi est-ce qu'il a créé School? Parce que Sam Ovens, qui est un entrepreneur de génie, il s'est dit une chose. Putain, les communautés, c'est cool quand même. Il s'est rendu compte d'un truc, c'est putain, il y a des mecs qui ont 18 ans là. Ils font des communautés Discord, ils font 100K par mois. Et putain, il y a des mecs là, ils vendent du high ticket, mais en fait, les gens, ils rejoignent juste pour les communautés. Ils rejoignent même plus pour les formations. Putain, peut-être qu'il y a un truc avec les communautés. Peut-être que les gens, ils kiffent être dans un monde. Peut-être que de nos jours, on est tellement tous séparés les uns des autres dans une société que peut-être que les communautés, c'est peut-être le move en fait. Peut-être le move à faire. Et du coup, il a fait quoi? Il a créé School. School, c'est quoi? C'est des communautés. Voilà. School, c'est le business, c'est business de communauté. Voilà. C'est la théorie Sam Ovens, maintenant, comment je l'appelle, c'est la théorie des communautés de Sam Ovens. Très intéressante, il en parle beaucoup dans son podcast avec Jason Fadlian aussi, qui est un très bon marketeur d'ailleurs, très chaud en webinaire. Donc voilà, allez vous intéresser un petit peu à Sam Ovens si vous ne connaissez pas. Si vous connaissez, vous savez très bien de quoi je parle. Le GOAT. Mais du coup, les communautés, création de monde. Ok. Voilà, bref. Les gens, ils préfèrent regarder ce que toi tu fais, ton contenu et tout, plutôt que de regarder Netflix. Et comment on fait ça? Entertainment. Ok. Dopamine maxing. D'accord. Ça, c'est le problème du branding. Le branding, les gens qui sont en branding maxing, qui pensent que logo, qui pensent que avoir un beau website, etc., c'est qu'en fait, ils n'ont pas de business. Ils ont une belle affiche, une belle vitrine. Sauf que ton business n'est pas ta putain de vitrine. Ton business, c'est ton monde. Ok. Et si tu leur enlèves leur logo, leur nom, leur super nom et leur site internet, bah, ils sont personne. Okay. Et ça, le problème, c'est simplement parce qu'ils ne se concentrent pas sur leur marché. Il y a un concept très simple de direct response, de marketing direct.
C'est en anglais market first. En fait, tout ce que tu dois raconter dans ton marketing ne doit jamais venir de toi. C'est pas dès que je raconte un truc sur le marché, ça vient pas de ma tête, ça vient du marché. D'accord? En fait, c'est incroyable, hein. Pour faire du bon marketing, si tu vas prendre ce que ton marché il dit, qu'est-ce qu'il raconte, tu prends ce qu'il raconte et tu le remets sur une page de vente. Voilà, tout simplement. Tu n'as rien inventé, tu n'as pas fait de marketing et tu fais de l'argent. Et surtout, tu n'as pas besoin de logo, tu n'as pas besoin de nom fancy, je sais pas quoi. Ok? Parce que tu fais du bon marketing. Et le bon marketing, c'est market first. Ok? C'est que les gens, ils t'écoutent parce que tu racontes ce que eux-mêmes se disent dans leur tête. Tu sais que tu es en train de marketer ton business comme une commodité, donc un produit qui n'a pas de différence, qui n'a pas de valeur. Quand les leads, quand les prospects, quand tes potentiels clients commencent par te parler, donc en gros leur premier contact avec toi, que ce soit au téléphone ou sur une de tes pages de vente ou quoi, c'est putain, ça coûte combien cette merde? Ah, c'est que t'es pas market first, c'est que t'es pas en train de parler de la petite conversation qu'ils ont dans leur tête. Non, pas du tout. C'est que là, tu es en train de leur mettre une offre devant les yeux. Et du coup, tu es en train de créer une relation transactionnelle basée sur la valeur, sur l'argent potentiel que tu vas vouloir leur prendre. Et ça c'est pour plusieurs problèmes. C'est que, un, la première vente que tu as voulu faire, c'était pas sur la relation, c'était sur tes offres. Ok. Et deux, t'es pas market first. C'est-à-dire que tu ne redis pas ce que le marché veut entendre. Tu es juste en train d'essayer de vendre. Donc tu es dans le mécanisme, tu es mécanique, tu es un automate. Tu es un automate, tu es là, tu es un automate, et toi tu automatiquement essayes de vendre. Sauf que tout ça, c'est que de l'empathie. La vente, c'est de l'empathie. C'est tu prends ce qu'il y a dans la tête du marché et tu le recraches. Tu n'as même pas besoin de réfléchir, c'est juste être bon en recherche. Ok? Tu vas voir, qu'est-ce qu'ils racontent le marché? Ok? Tu les appelles, tu vas les chercher dans la rue, tout ce que tu veux. Ok? Il faut juste être bon en marketing et comprendre que c'est le market first. Hormozy, il dit de la merde. Hormozy, il dit de la merde. Surtout et notamment, en fait, et ce qu'il faut comprendre dans le marketing, c'est que ce qui fonctionnait à l'époque ne fonctionne pas forcément maintenant, sauf si on parle des fondamentaux. Ok. Ça, par exemple, cette phrase, une offre simple et a moins de valeur qu'une offre qui est cassée en plusieurs components, plusieurs parties, et voilà, que tu rajoutes en bonus et tout. En fait, cette phrase, elle est purement mécanique. Tu vois, c'est purement un hack. C'est un hack. C'est te dire, ah bah toi, tu as ton offre, je te donne un hack. Ton hack, c'est en fait de casser ton offre et de faire genre que c'était plein de parties différentes pour la rendre avec plus de valeur. C'est purement un hack. Okay. Les hacks ne fonctionnent jamais, ne restent jamais dans le temps. D'accord. De nos jours, tout le monde a utilisé ce hack. Les prospects, dans beaucoup de marchés, encore une fois, c'est contextuel, ça on va en parler un petit peu après. Dans beaucoup de marchés, ce que Hormozy raconte ne fonctionne pas ou plus. Simplement parce que c'est beaucoup de hacks. Ce n'est pas des fondamentaux de la direct response. Okay. Ce n'est pas les basiques de marketing direct qui, eux, ne changent jamais. Market first, ça ne changera jamais. C'est un basique. D'accord. Le contexte, le fait qu'il faut toujours regarder le contexte, ça ne changera jamais. C'est un basique. Ok. Tout ça, c'est des basiques. D'accord. Par contre, dire il faut machin absolument que ton offre elle aura moins de valeur si elle est packagée en une fois, c'est faux. C'est un hack. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas dans certains marchés. Ça veut dire que contextuellement, c'est pas vrai de le vendre comme une règle générale. C'est purement du contexte. De nos jours, tu prends un marché sophistiqué, par exemple, qui est un marché comme un autre, dans le marché du business, pas make money, mais plutôt B2B, est plutôt sophistiqué. Tu en as beaucoup, d'ailleurs, qui s'intéressent au marketing et connaissent Hormozy. Donc, en fait, les techniques, elles ne marchent pas sur ce genre de marché. Tu vois. Et d'ailleurs, dans la majorité des marchés de nos jours, qui sont de plus en plus, qu'on souvent de plus en plus déjà acheté des formations, etc., par exemple, le make money, ce qui prime, c'est la simplicité, c'est pas la complexité. Et ce que fait Hormozy beaucoup, c'est rajouter de la complexité. Tu vois, quand tu rajoutes, voilà, il y a tant de trucs, tant de machin, des bonus de ci, des bonus de ça, tu fais juste une offre complexe. T'es pas en train de faire un truc simple. Mais du coup, encore, c'est contextuel, encore une fois. Tu vois. Et c'est pour ça que Hormozy, j'aime pas dans plein de choses qu'il raconte, puisque tout ce qu'il raconte n'est jamais contextuel. C'est dommage. Ça, par exemple, sur les garanties. Donc là, il parle un peu d'une garantie. Ouais,
Justement, notre garantie, c'est qu'on n'a pas de garantie. C'est un peu une garantie, genre anti-garantie. C'est très bien. Pourquoi est-ce que les garanties, c'est bien ou pas bien? Les garanties, c'est bien sur des marchés peu sophistiqués. Des marchés B2C, par exemple. C'est bien d'avoir des garanties. C'est même presque obligatoire si tu fais du cold traffic, du trafic froid, que tu vends. Voilà. Si tu n'as pas de garantie, ça va être compliqué. C'est pas impossible, mais ça va être compliqué. Si tu veux faire de la vente directe, par exemple sur Facebook, Meta, tu fais de l'ADS, voilà, faut que tu aies de la rentabilité assez directe. Donc, garantie, pas mal, bien. Maintenant, garantie en tant que telle, c'est pas forcément bien. Ok, tu fais du B2B, consulting, agence, ça peut être cool d'avoir une garantie, mais c'est pas obligatoire. Pour une raison simple, c'est que ça attire pas forcément les bonnes personnes. Et c'est ce qu'il dit à cet endroit-là. Si tu es le type de personne qui a besoin d'une garantie avant de nous rejoindre, bah, t'es pas le type de personne avec qui on veut travailler. C'est intelligent, c'est smart. En fait, le vrai truc, c'est que la vente, c'est basé sur la certaineté, sur le fait que la personne est certaine que tu vas lui apporter les résultats que tu lui promets, ou tu lui promettes pas d'ailleurs, tu n'es pas obligé de faire de la promesse. Tu peux juste lui dire, écoute, voilà, il y a des chances, potentiellement, voici ce qu'on vise, on vise tant. Mais je suis sûr qu'on va y arriver. En fait, si toi, t'es... En fait, la garantie, c'est un peu dire... Tout le monde aime bien dire, oui, on te met une garantie parce qu'on est tellement certain. Si tu étais tellement certain, tu n'aurais même pas besoin d'essayer de justifier ta certaineté. Tu es juste certain, tu vois. Euh, la certaineté, elle doit être faite sans justification. La justification, c'est l'antonyme de la certaineté. Tu ne peux pas te justifier et être certain à la fois. C'est impossible. Ok. La justification, c'est pour ceux qui ne sont pas réellement certains et qui ont besoin justement d'avoir la validation de la personne en face d'elle en essayant de la justifier, leur certaineté. D'accord? Et c'est pas comme ça que ça marche. Dans le business, notamment en B2B par exemple, t'as pas forcément besoin de garantie. Ce que tu veux vraiment donner à la personne, c'est la conviction que tu sais que tu vas apporter les résultats. Ok? Et ça, n'importe quelle personne intelligente qui a un business qui marche, qui est durable, qui fait vraiment du cash, pas quelqu'un qui a un business qui débute par exemple et qui a effectivement besoin de fonds, qui a peut-être pas un cash flow assez important, qui a du mal à se projeter, pour lequel ton investissement avec toi, un investissement avec toi serait une grosse partie de sa bankroll. Là effectivement, garantie, il aura peut-être besoin parce il prend des risques. Mais toi, tu veux pas forcément, si tu fais du B2B, travailler avec des clients qui vont mettre leur vie en toi. En fait, toi, tu veux travailler avec des clients qui font déjà du cash. Ça, c'est un truc que mon mentor Hunter Shane Hunter, il m'a appris. Donc, c'est un Américain. Il m'a vraiment appris ça au niveau, tu vois, mindset avec qui tu veux travailler. C'est le côté, ne travaille pas avec des gens qui sont... En fait, tu veux pas aider des gens qui n'y arrivent pas. Tu veux aider les gens qui sont déjà successful. Tu veux les aider à devenir encore plus successful. Ok. Parce que ces gens, c'est eux que tu veux aider, c'est eux qui ont déjà des systèmes en place, c'est eux qui ont déjà un mindset qui t'ont prouvé que, hey, ils savent comment ça marche, ils savent faire de l'argent, et c'est eux qui vont pas mettre leur vie entre tes mains, ok? Et ces gens-là, généralement, ils veulent pas des garanties forcément, ils veulent de la certaineté dans ta conviction à toi, ils veulent venir et que tu leur dises, mais frérot, en fait, j'ai pas besoin de garantie parce que je vois même pas que ça va pas ne pas marcher en fait. Il n'y a pas de raison que ça marche pas, c'est impossible, ok? J'ai même la flemme, j'ai la flemme de mettre en place une garantie parce que je n'ai pas besoin de perdre du temps sur des... C'est pas 80-20 dans mon business, puisque je vais t'apporter des résultats. Alors pourquoi je vais me faire chier à mettre des process en place pour une garantie alors que je ne vais jamais l'utiliser? C'est la conviction. C'est la conviction qui est importante. C'est la garantie, c'est un moyen de te justifier. Ou sinon, tu peux leur proposer une garantie, voilà. Tu continues de travailler pour eux gratuitement. Puis après, tu vas faire leur vaisselle. Euh, Tu vas conduire leur voiture, c'est important. Il faut vraiment faire en sorte que, attends, ils n'aient rien perdu, mais en fait, ils ont tout perdu, ils n'ont pas besoin d'un mec qui est comme ça. Ok, il y a 3 livres. Il y a 3 livres si tu veux apprendre le marketing direct, la direct response, qu'il faut absolument que tu lises. Et tu auras les basiques de la direct response. Parce qu'on me demande souvent, ceux qui commencent à découvrir un petit peu mon monde, justement, et je parle souvent de direct response, etc. Pour certains, c'est un peu clair, parce que déjà c'est en anglais, et puis c'est un truc un peu mystique, surtout en France notamment, où on est un petit peu... Beaucoup de gens ont peur, tu vois, du marketing, c'est un mot qui fait peur, hein. Et ben, dès qu'ils commencent à capter la puissance, ils me disent, ok, bon, c'est bien, Lilian, mais moi j'apprends comment le direct response. C'est simple. Tu peux me demander, mais en fait, il y a des gens qui ont fait mieux que moi, ok, en termes d'explication.
et chez qui moi-même j'ai développé beaucoup de mes compétences. Alors après, il y a évidemment toute l'expérience que j'ai acquise au fil des années à faire beaucoup de direct response de mon côté. Mais reviens à la base en fait, reviens à la base. Ça sert à rien que je t'explique des trucs alors que des gens le font mieux que moi. T'as trois endroits, t'as trois ressources que je donne souvent aux gens. Il y en a plus que ça, mais il y en a trois que je donne souvent qui vont vraiment te donner les bases. T'as les Boron Letters. Ok, Boron Letters, c'est Gary Albert. Gary Albert, c'est un OG de la direct response, un OG du marketing, un mec qui a fait des campagnes marketing parmi les plus connus au monde. Et il a écrit les Boron Letters. Il était en prison et il écrivait des lettres à son fils pour lui apprendre le marketing. Ok. Tu peux pas faire mieux que ça. Donc, je t'invite à aller lire. C'est gratuit actuellement sur le site. Tu tapes The Boron Letters et tu tomberas sur son site. Voilà, c'est ça. Et là, tu as les lettres. Ok, tu continues comme ça, blabla, et tu peux continuer ici, blabla. Ensuite, tu as ce livre-là. Ce livre-là, de Ultimate Marketing Plan, avec un très bon anglais, de Dan Kennedy. Ok. Alors, si tu parles pas anglais, je parle pour toi. Voilà, je te vois comme un golemon là au fond de la classe qui a pas compris qu'il fallait peut-être parler anglais un jour ou l'autre. Donc, apprends l'anglais, puis après tu penseras à faire du cash. Ok. Je dis pas que tu peux pas faire d'argent si tu parles pas anglais. Je dis juste que c'est con parce que dans tous les cas, tu en auras besoin un jour. Donc, commence maintenant. Ok. Voilà, lis ce livre-là, c'est tout. Et ensuite, tu lis ce livre-là. Ok. Tu lis ces trois ressources. Donc, c'est deux livres de Dan Kennedy. D'abord de marketing plan, ensuite les Boron Letters et ensuite Magnetic Marketing. Ok, celui-là. Parce qu'il y en a où il parle pour les avocats, les dentistes. Moi, je te parle de celui-là, le juste Magnetic Marketing. Voilà, tout simplement. Tu lis ces trois livres et tu auras une très bonne idée des basiques de la direct response et des fondamentaux, des trucs qui ne changent pas. Alors, dans plein de ces livres, notamment ceux de Dan Kennedy, ça parle beaucoup de business physique. Mais ce qui est intéressant justement avec la direct response, c'est que ça ne change pas. Les fondamentaux sont les mêmes, les basiques sont toujours les mêmes. Ça marche pour les business physiques, ça marche pour les business en ligne, ok, ça marche pour plein de types de business, que tu sois un SaaS, consulting, agence, formation, bref, qu'importe. Ça marche pour pratiquement tous les types de business. Euh, et il faut que tu utilises un petit peu ton cerveau. Voilà. Si tu as un QI à trois chiffres, tu vas très vite comprendre comment appliquer ce que tu apprends dans ces livres-là à ton industrie. Ok. Voilà. C'est juste prends ton jus de cerveau, voilà, tu réfléchis un petit peu. Alors je vais te donner un hack là pour avoir des idées en continu. Et je vais aussi te montrer pourquoi les IA vont jamais te remplacer si tu es un petit peu intelligent. Là je vais demander, donne-moi des idées, je veux des idées pour mon business, voilà, fais-moi un top des manières d'avoir des bonnes idées de business entre quatre trucs. Ok. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit que la première pour avoir des bonnes idées business, c'était de brainstormer avec des potes qui sont dans le business aussi. Pourquoi? Parce que ça combine différentes perspectives, etc. Je suis absolument d'accord, c'est trop bien, je le fais souvent. Tu te poses avec un pote ou une pote, enfin bref, qui est dans le business. Tu réfléchis, tu mets en avant tes idées, ses idées, et c'est très bien. Ensuite, il te dit deux, demander à une IA. Une IA comme moi, c'est bien Grok, merci. Ça peut te donner des idées rapides, originales, adaptées à tes besoins, machin. C'est le problème. C'est que l'IA, elle n'a pas compris un truc. C'est qu'un, des idées rapides. Moi, je m'en fous, je veux pas des idées rapides. Il faut que vous allez voir ma vidéo sur pourquoi est-ce qu'il faut être complotiste pour comprendre qu'on ne cherche pas des idées rapides, on cherche des idées qui sont nouvelles. Maintenant, original et adapté à tes besoins, en fait, c'est aussi ça le problème. C'est que l'IA, elle dit ce que tu as besoin d'entendre. Généralement, elle te dit juste qu'est-ce que tu veux entendre et elle te le ressort d'une manière qui va jamais vraiment attaquer tes désirs, ok, et tes besoins et ton estime de toi. Ok. Les IA, c'est des petits potes cool qui ne sont jamais qui ne sont jamais contre toi. Ok. C'est des petits potes cool, des petits chiens, d'accord. Ils sont cool, c'est vraiment des bons petits chiens, mais ça reste des petits chiens. Ok. Donc important, les IA, en fait, c'est pas ce qui va te donner les meilleures idées. Pourquoi? Parce que les IA ne sont pas market first. D'ailleurs, il faut essayer. Entre demander à une IA de faire de la recherche de marché, etc., ça peut t'aider sur certains points. Mais la réalité, c'est qu'en fait, tu auras 100 fois plus de jus de cerveau et d'idées intéressantes en passant 30 minutes au téléphone ou en face-to-face avec quelqu'un de ton marché
que de passer 1 heure ou 2 heures ou combien de temps ou 10 minutes ou 5 secondes à demander à une IA. Ils vont jamais te donner autant que 30 minutes ou 15 minutes avec quelqu'un de ton marché. Ok. Donc les IA c'est cool, mais pour les petites idées, pas pour les grosses idées. Par contre, se promener dehors et prendre des longues douches chaudes, tu peux pas battre ça. Voilà. Les meilleures idées que j'ai eues, c'est tout le temps, souvent en prenant des longues douches chaudes. J'adore ça. Tu te poses dans la douche, il fait chaud et tu réfléchis. Voilà. Avant de dormir aussi, très très bien. Se promener dehors, très très bien aussi. Faut juste pas être addict à son téléphone, mais sors dehors sans ton tel et tu verras, il va se passer des trucs dans ton cerveau. C'est mécanique, je peux pas l'expliquer, je suis pas scientifique, mais empiriquement, tout le monde l'a vu. Donc, tu auras pareil. Allez, hey, tu mets ton petit like si t'as kiffé, petit commentaire. Voilà, bon, tu connais, tu t'abonnes. Allez, ciao, à la prochaine.